La Shaya Wakiun Mutlak Maleb Nukulun Munkine. Tels sont les mots que nos ancêtres ont prononcés. Ils sont le fondement de notre credo. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Rien n'est vrai. Tout est permis. Le credo des assassins est désormais si célèbre que certains fans l'ont, consciemment ou non, adopté non pas pour faire ce qui leur chante, mais en espérant être plus sages. Quoi ? Vous pensiez que c'était juste un credo pour justifier de trucider des milliers de gens à travers l'histoire ? Bon, il y a peut-être un peu de ça. Cependant, ce serait passé à côté de ce que chaque jeu a apporté qualitativement à la licence. Oui, chaque jeu. Hérétique ! Au bûcher ! C'est le bûcher ! Je réalise maintenant que notre credo ne nous ordonne pas d'être libres. Il nous ordonne d'être sages. Quand les hommes suivent la vérité aveuglément, rappelle-toi, Que rien n'est vrai. quand la morale ou la loi bâillonne l'esprit des hommes, rappelle-toi, Rappelle-toi que tout est permis. nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. What's true and what is aren't always the same. And what do you think of our creed? It's hard to say. For if nothing is true, then why believe anything? And if everything is permitted, why not chase every desire? Why indeed? It might be that this idea is only the beginning of wisdom, not its final form. Le credo de la confrérie des assassins nous enseigne que rien ne nous est interdit. Jadis, je croyais que cela nous permettait de faire selon nos désirs, de réaliser notre idéal, quel qu'en soit le coût. Je comprends maintenant. Le credo n'est pas une permission, le credo est un avertissement. Les idéaux s'effacent au profit du dogme. Et le dogme ouvre la voie au fanatisme. Aucune puissance supérieure ne nous juge. Aucun être suprême ne nous observe pour punir nos péchés. En fin de compte, nous seuls sommes à même de nous protéger de nos obsessions. We must sacrifice our personal lives for the greater good. All this darkness was for a reason. I was wrong to be so reckless in public without killing. We must work in the shadows. Egypt has fallen. Greece also. And Rome will fall too. All will fall to the creed, yet no one will know. Le vrai savoir consiste à savoir qu'on ne sait. C'est un bon ami qui m'a dit ça un jour. Alors choisis la vérité ou la gloire. Et là, on ne parle que de ce qui tourne autour du credo progressif du clan, de la part de philosophie propre à cette œuvre. Je vous faisais part dans une précédente vidéo de la vaste mauvaise foi quant à l'identité de cet univers et des jeux, qui auraient soi-disant été perdus avec le temps, en particulier avec Odyssée et Valhalla. Je prouvais, extrait à l'appui ici cette fois, que depuis le premier opus déjà, on évoquait la mythologie dans l'œuvre Ubisoft, et qu'à partir du second, des précisions ont commencé à se mettre en place. Pourtant, cela n'empêchera jamais qui que ce soit d'apprécier ou déprécier tel ou tel opus, et c'est naturel. Mais ça n'empêche pas non plus certains joueurs de prétendre que la magie et le mythe dans Assassin's Creed sont une tentative de faire concurrence à God of War. Ah, les pros PlayStation. Quand comprendrez-vous que vous n'êtes pas le nombril du monde du gaming ? Quoi qu'il en soit, sur ce point, je vous invite à visionner cette précédente vidéo si ce n'est pas déjà fait, et à vous rappeler que ça vous plaise ou non, les mythologies en tant que telles et les zones d'ombre de l'histoire, qu'on ne peut que remplir et interpréter comme on l'entend, sont une réalité. Pour en revenir à l'identité du jeu, comme je l'expliquais, celle-ci se trouve dans sa part de philosophie, d'analyse de l'histoire et de la société. Alors non, désolé, mais la lame secrète n'est pas forcément indispensable. Les préceptes d'Al-Mualim non plus. C'est la voie de la facilité. Le Hashishiyun, lui, ne se laisse pas abuser. Il s'interroge. Mais alors, quel est le lien qui unit ces hommes? Ah, un vrai Hashishiyun se doit de faire taire ses pensées en s'en remettant à son maître. Pareil. Et alors le réalisme... Là, normalement, je devrais déjà en être au stade où pleurent autant les anti-Assassin's Creed de base que les adorateurs puristes de la trilogie Ezio et rien d'autre. Désolé, pas désolé. Si vous avez des doléances, n'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires de rage histoire d'augmenter la visibilité de cette vidéo.
Merci mes petits amours. Birgit, quelle insolence! J'adore. Au-delà de ça, mon but et mon envie ici sont de vous réconcilier tous avec cette magnifique licence qu'est Assassin's Creed. Alors, je précise ça immédiatement, je suis absolument pas payé ou sponsorisé pour ça. Et je vous affirme ici haut et fort que je suis simplement ultra passionné et fasciné par le sujet. Ceci est le méga giga super podcast de 3 plombes que je vous avais promis sur le sujet. N'hésitez donc pas à vous le mettre dans une section à regarder plus tard si vous n'avez pas le temps là tout de suite. Ou bien à vous installer confortablement pour un petit moment. Et requiescat in pace d'avance pour les rageux. Tout commence pour nous spectateurs en l'an canonique 2007, année de sortie du premier Assassin's Creed. Pensé dans un premier temps comme spin-off de Prince of Persia, autre excellente licence soit dit en passant, Ubisoft invite rapidement ses développeurs à le penser comme un jeu à part et propre à lui-même, étant donné le travail qu'ils y avaient investi. On y suit les aventures d'Altaïr ibn Nahad, maître assassin du clan de Masyaf, premier détail important à garder en tête, qui se retrouve à devoir reprendre son ascension de grade depuis le plus bas de l'échelle après avoir bafoué tous les principes de son clan en une seule mission. Ces principes sont les suivants: ne pas verser le sang des innocents, rester caché dans la foule et ne pas compromettre la fraternité. En d'autres termes, tuer les cibles et seulement les cibles, le tout en rendant impossible le fait de remonter la trace de l'assassinat jusqu'au clan de Masyaf. Ça paraît logique. Seulement, au cours des événements du scénario, Altaïr est amené à se questionner sérieusement sur le bien fondé de ses actions au service du clan et de ses valeurs présumées. Et au fur et à mesure de ces questionnements posés ainsi aux joueurs également, chacun en arrive à sérieusement loucher à chaque nouvelle conversation avec Al-Mualim, tant le bonhomme est capable de déblatérer une chose et son contraire. Le Hashishiyun, lui, ne se laisse pas abuser. Il s'interroge. Un vrai Hashishiyun se doit de faire taire ses pensées en s'en remettant à son maître. Vous l'aurez compris par mes mots, on découvre à la fin que le grand méchant, la cible finale, n'est autre que Al-Mualim lui-même, qui se servait de ses adeptes Hashishiyun pour liquider ses concurrents au sein de l'ordre des Templiers et se garder le trésor de Salomon pour lui tout seul. Le trésor de Salomon qui est la pomme d'Éden. Et là, 2 gros détails sont à nouveau à garder en tête. La pomme d'Éden est un artefact conçu par une civilisation vieille de plus de 70 000 ans avant notre ère, qui était bien plus avancé que la nôtre technologiquement. Donc déjà rien que là ça va, niveau réalisme historique vous avez pas encore pris un trop gros coup. Mais il est à savoir aussi que cet artefact est affilié aux plus grands mythes religieux de nos cultures et folklore. Jésus et ses miracles, Moïse et ses miracles, Bouddha et son illumination, et tout ça rien que par les mots d'Al-Mualim. Ça fait déjà beaucoup, non? Et c'est pas fini, car quand vous terminez le jeu, dans le temps présent, donc dans la peau de Desmond Miles, vous avez accès à la salle de conférence de vos geôliers d'amour et à un ordinateur rempli de mails top secrets où sont évoqués d'autres mythes et légendes qu'Abstergo soupçonne d'être liés aux technologies de ses précurseurs. Mythologie grecque, égyptienne, nordique notamment. Légendes arthuriennes, mythes du Graal, etc. etc. Donc, normalement, là, les adeptes du discours « la mythologie c'est pas de l'histoire », on est d'accord que, comme je le disais dans ma précédente vidéo, non seulement vous vous lourdez sur toute la complexité qui englobe la discipline qu'est l'histoire, mais qu'en plus, dès le premier opus, c'est pas comme si Ubisoft ne nous avait pas directement mis dans le bain. Si. Pas convaincu? Bon, non. C'est pas grave, j'aurai de nombreuses occasions de revenir sur ça. Arrive ensuite le suprêmement suprême et incontesté Assassin's Creed 2. Italie, début de la Renaissance, Desmond revit les mémoires du Florentin Ezio Auditore dès sa sortie de l'utérus de sa daronne. Putain, zéro pitié la Lucie. Tu plaisantes? Ta place est à la cuisine. Petite heure d'introduction aux nouvelles complexités de gameplay avant le vrai début des embrouilles sauce assassin pour le giga dragueur de rue qui refinit au poste de police en 5 minutes en 2023. Papa, grand ref et petit ref sur la potence sans transition. Emménagement chez tonton Mario Bros dans la foulée avant de zigouiller la racaille du lycée. Franchement,
Que demande le peuple de plus que ça? C'était remarquable. Quel spectacle. Mais quel spectacle. Un vrai héros. Oh, purée de pommes de terre. Mais c'est pas vrai ça. Le bateau pour Chypre? Tu es sérieuse? Et devine pour quand son retour est prévu? Demain. Ouh là 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 là. Oh, ça va me goumer. Ouh yo yo. Oh. Oh non. Pas ce genre de bug. S'il vous plaît, non. Oh putain. Ah bah voilà, fallait bien ça avec Ubisoft. Hein. Bon du coup, les images ont ici suffi à vous résumer en quoi ce second opus est venu ajouter des saveurs à une licence assez sombre et froide au premier abord. Mais, quand on est un minimum tatillon, on ne s'arrête pas au simple rush du scénario. N'est-ce pas, cher God of War nombriliste? Dans un monde ouvert ou semi-ouvert, l'exploration et la recherche de l'or, c'est bien aussi. Et oh my god, ce que ce deuxième opus est chargé en la matière. Plein d'énigmes, plein de références historiques, plein d'easter eggs anticipateurs du futur de la licence, plein d'interprétations historiques et mythologiques. Donc là, Ubisoft nous dit que les assassins, du moins ceux qui ont la vision d'aigle par exemple, donc de la lignée d'Altaïr et d'Ezio pour commencer, pour ceux qui sont déjà connus à ce stade, sont en fait les descendants hybrides issus d'unions entre humains et précurseurs 70 000 ans plus tôt. Donc, on est d'accord que si on considère que les précurseurs sont ce que les mythologies du monde ont dépeint de façon exagérée, du coup c'est bien précisé, comme des dieux, alors la lignée qui possède la vision d'aigle est en fait une lignée de demi-précurseurs, de demi-dieux. Ah, mais c'était pas des figures comme Hercule ou Jésus qui étaient dépeintes comme ça dans notre histoire ? Est-ce que ça n'expliquerait pas donc les capacités un peu beaucoup cheatées d'Altaïr et Ezio par rapport au commun des mortels déjà? Et c'est pas fini! On trouve aussi des éléments qui nous permettent d'interpréter l'histoire humaine à la sauce d'Assassin's Creed. Il y a plusieurs pommes d'Éden, il y a même d'autres artefacts qui ne sont pas que des orbes. Tous ceux connus sont passés entre les mains des hommes et femmes qui ont occasionné des revirements historiques encore connus à ce jour. On a des interprétations sauce Assassin's Creed de certaines morts historiques aussi, de secrets d'État encore bien gardés IRL à ce jour. Ça en fait des choses à creuser dans le futur jeu, dis donc. Ça en promet des choses au-delà d'Ezio et d'Esmond. Bref, et donc, après avoir décimé la moitié de l'Italie, Ezio finit même par fumer le pape lui-même avant de taper discute avec l'hologramme de Minerve, aka Athéna dans la mythologie grecque, qui se permet malgré tout de le snober pour s'adresser directement à Desmond à travers l'animus. Donc là, si vous n'aviez pas compris que les précurseurs étaient 1000 fois au-dessus de l'humanité du 21e siècle sur le plan scientifique et technique, je peux déjà plus rien pour ceux qui s'offusquent qu'une simple armure à la Iron Man dans Valhalla soit plausible. Une civilisation aussi avancée 70 000 ans avant notre ère, c'est pas possible, on en aurait beaucoup plus de traces. Hein. Gentil toin ou duvet douteux, t'as déjà vu les études qui théorisent en combien de temps les traces de notre civilisation disparaîtraient totalement après une simple apocalypse à échelle humaine? Réfléchis donc à ça. Bref, et donc, pour en revenir à mon petit résumé, bam, transition, Assassin's Creed Brotherhood. Ezio doit prendre la tête de la confrérie pour rendre Rome au peuple alors que les Borgia la martyrisent. Un de mes opus préférés personnellement, puisque là, le principe de gestion multiple a été assumé jusqu'au bout, et que j'aime ça, et qu'on embrasse ainsi encore plus de l'or de l'univers tout en s'imprégnant du quotidien d'un véritable maître assassin. Rien de plus à ajouter. Et si tu te dépêches, tu arriveras à temps pour l'enterrement de Lucie. Quoi? Ah! Ouf. Ah oui. Petit détail, Lucie était en fait agent double entre assassin et templier, et sous l'impulsion de Junon à travers la pomme d'Éden, Desmond choisit de la zigouicher pour éviter qu'elle n'arrive à les trahir. Et petite précision supplémentaire, dans les scripts originaux, cette partie du scénario n'existait pas. Lucie n'était pas une traîtresse, elle était même de plus en plus amante de Desmond. Matière ici à un multivers Assassin's Creed pour un reboot? Oh, j'en ai trop dit! Transition ainsi faite vers la dernière partie du voyage commun entre Desmond et Ezio, dans l'opus Révélation, où Ezio, désormais cinquantenaire, part en quête de connaissances et sur les trouvailles et secrets d'Altaïr à Masyaf, dont les clés de la bibliothèque sont éparpillées dans Istanbul ou Constantinople.
et en dépit du fait que le gameplay et les principes soient les mêmes que dans Brotherhood, suffisamment de nouveautés viennent rafraîchir le titre et faire de Révélation l'un des meilleurs jeux de la licence, y compris en termes de beauté graphique. Cet opus porte bien son nom. Les précisions sur le lore non plus cryptiques mais directement liées aux personnages principaux de l'histoire sont présentes à foison. On y découvre progressivement ce qu'est devenu Altaïr après la mort d'Al-Mualim, ce qu'est devenu le clan des assassins, en quoi il a changé, ce qu'il était même avant Al-Mualim, les réflexions philosophiques d'Altaïr. Bref, on comprend ici peut-être ce qui a poussé Ubisoft à remettre une pièce avec Ezio avant de passer à Assassin's Creed 3, puisque les ajouts scénaristiques sont particulièrement savoureux et bienvenus. Et puis, franchement, est-ce que c'est pas rigolo d'être le seul Italien d'Istanbul à faire péter des bombes artisanales sur des Byzantins ? Mélo, j'ai comme l'impression que tu... Chut, Birgit, chut, laisse la magie du mystère opérer. Quoi qu'il en soit, ce que nous apprend cette Ezio trilogie, c'est que l'histoire telle qu'on la connaît n'est appréhendable que par des sources tout ce qu'il y a de plus questionnable, et ça c'est un fait réel, et que l'affirmation « rien n'est vrai, tout est permis » est remplie de vérités philosophiques qui sont non pas uniques à Assassin's Creed, mais dans l'art desquels cette licence se distingue énormément. C'est une trilogie qui est venue faire démarrer un succès planétaire et durable pour de bonnes raisons artistiques à mon sens, du bon travail de recherche et d'écriture derrière tout ça. Et donc, l'épisode 3, initialement prévu comme étant le dernier, dans la réalité où Lucie devait être encore en vie et dans le plumard de Desmond, je le rappelle, devait devenir apporter désormais une semi-conclusion. Il s'agissait de finir l'arc Desmond Miles et permettre ainsi à la licence de voguer vers d'autres horizons. Voguer, oui. Pitié, Birgit, n'en rajoute pas. Et quelle conclusion? On découvre un temple Isu, et précurseur, entier et en état de fonctionnement, des explications sur ce qui leur est arrivé 70 000 ans plus tôt, et qui est en soi une sorte de référence aux zones d'ombre de notre propre préhistoire humaine. On découvre des prémices de jeux de pouvoir, de corruption et de stratégie post-mortem entre les Isu eux-mêmes, Junon versus Minerve, et on découvre que l'histoire humaine se répète. Succession de civilisations dominantes, développement de nombreuses sociétés, prise de pouvoir par des groupuscules voulant faire régner l'ordre et résistance de ceux qui ne veulent pas troquer la liberté. Puis catastrophe planétaire récurrente à l'échelle temporelle de l'étoile qu'est le Soleil. En d'autres termes, on a beau se battre pour l'ordre ou pour la liberté, cela ne change rien à la table rase faite à la fin. Et le personnage de Connor, se retrouvant malgré lui au milieu des jeux de Junon destinés à Desmond, l'illustre très bien. Le pauvre gars est totalement largué, injustement destiné à finir seul alors qu'il ne faisait que suivre les directives morales qu'on lui donnait, et forcé d'en conclure que de toute manière, il n'est qu'un grain de poussière dans la machinerie démentielle de l'univers et de l'histoire. Mais là, normalement, le joueur spectateur que vous êtes, il est censé se dire « Tiens ! Et si cet état de fait était valable pour tous les humains de 2012 du jeu, y compris Desmond ?» Et là, vous pigez que quoi qu'il arrive, l'univers Assassin's Creed dans ses principes et fondements n'a pas besoin de Desmond Miles, ou des assassins en soi, ou des Templiers en soi, pour se poursuivre sur le même ton dans l'absolu. Eh ben non, il est arrivé ce qui arrive à toute œuvre à univers immersif et ayant un potentiel sur la durée. Assassin's Creed sans l'âme secrète ou sans Desmond et Ezio, c'est plus Assassin's Creed. Je passerai rapidement sur le cas Black Flag, qui est pour moi un ovni dans cet univers. C'est un excellent jeu, un excellent opus de la licence, mais il est à mon sens une facilité marketing un peu trop assumée. Les gens aiment bien les pirates, ils aiment bien Assassin's Creed, faisons un jeu avec les deux. Et dans l'idée, c'est pas un mal, au contraire. Mais il y a une différence entre jouer potentiellement un assassin du continent américain et par conséquent son histoire transitionnelle entre natifs, donc j'entends aztèques et mayas, et colons, donc les anglais, les espagnols et les français. Et là on a eu droit à un Assassin's Creed avec un pirate gallois dont le seul lien avec le lore Assassin's Creed se fait par la magie du « tu ne le mérites pas, mais ça te va bien ». Et attention, je ne dis pas que le lore et le scénario du jeu n'ont rien à voir avec la licence, je dis simplement que les liens faits entre ces deux éléments sont clairement et distinctement faits à l'arrache. Et j'ai pas besoin de vous convaincre, Ubisoft Abstergo en fait l'aveu dans une série de mails qu'on peut lire après piratage informatique entre deux dingueries de prévision de futurs jeux. Je pourrais même dire qu'à la limite, cette formule m'aurait presque convaincu telle qu'elle, si on avait incarné par exemple Mary Reed, alias le Captain Kidd, c'est-à-dire un assassin de base, lié à la fraternité et à l'héritage précolombien.
Pourquoi on incarne un lambda alors qu'il suffisait de justifier l'affiliation Mary Reed à Ethan Kenway? Je pose la même question d'avance vis-à-vis de Aya dans Origins, hein, au passage, comme ça, hein. Bon, puis il y a eu Rogue, Black Flag en plus pertinent. Ah bah si, là au moins on sait pourquoi les assassins passent au second plan, et ça a le mérite d'être passionnant. Voir ce qu'on ne voit pas et les mettre à l'amende easy peasy avec leur propre méthode, ça respire un peu le chien. Puis Unity, le plus complet de tous. Pétri de bugs à sa sortie, certes, mais de loin le plus immersif à l'heure actuelle, avec un scénario mature, nuancé, empruntant autant à l'histoire du monde qu'à l'imagination jouissive des game designers de chez Ubi. Vraiment, tout était parfait dans cette formule. T'es sur Mélo. Oui, bon, il a fallu qu'Ubi fasse ses vieilles tentatives d'abus de microtransactions pile à cette occasion. Et en plus... je hurle intérieurement à chaque instant de mon existence à cette seule pensée. Ubisoft, le mode coop de Unity est la de meilleure idée que vous ayez jamais eu sur un Assassin's Creed niveau fonction en ligne. Alors pourquoi l'avoir à ce point abandonné? Sur console, il est parfaitement impossible de s'interconnecter. Les joueurs PC, je vous aime, mais de loin. Hein. Les autres jeux de la licence n'ont plus jamais pu bénéficier de ce mode qui, quand on regarde 30 secondes de pré-concept de ces titres, est censé être une évidence. Surtout qu'en plus, mode en ligne fourni, égale microtransactions acceptées par la commu. Hein. Tu la sens, ma grosse intelligence! Je bave sur la coop, entre amis pour ma part, depuis les premières images du jeu et je n'ai jamais pu y goûter. Bref, ensuite on est passé à Syndicate qui continuait la formule grande ville d'Europe plus phase de temps présent par communication, plus que charmante. Et là, enfin, on a eu la possibilité d'incarner une femme, la moitié du temps. Mieux que rien, vous me direz, mais franchement Ubisoft, je suis pourtant pas du genre pro-féministe. Bye bye la monétisation. Mais clairement, là, même moi je vous trouve sexiste. Surtout que des femmes maîtres assassins, on nous en tisse depuis le 2 et la crypte de Monteriggioni. Mais sur ce point, je reviens dans un instant. Le plus gros plus de Syndicate, d'après moi, c'est l'ambiance. Londres victorienne, Templiers industrialisateurs, phase de guerre mondiale, retour de Shaun et Rebecca dans le temps présent, retour avec eux de l'arc Junon. Oh bordel que ce jeu m'a transporté. Le parcours et les chorégraphies de combat, ils sont moins esthétiques que dans le précédent, mais agrémentés de davantage de fonctionnalités en échange. Là où Unity est parfait dans son concept, Syndicate est monstrueux de contenu et de possibilités. Et enfin, la trilogie de Layla Hassan, Origins, Odyssey et Valhalla. Oh que je sens les rageux en chien de faïence. Mouille ta nuque Mélo, va falloir assumer. Ouais, et on commence fort. Origins est pour moi un superbe précurseur à une nouvelle formule temporaire d'exploration mythologique. J'ai bien dit temporaire. Peut-être un peu trop vide en contenu d'exploration pure, mais superbe quant au lore qui y est dévoilé. Ne manque en fait que le fait de contrôler Aya et non Bayek. Pourquoi? Parce que Amunet, bordel, Amunet, teasé depuis le 2, visible dans la crypte que j'évoquais plus tôt. Amunet, l'initiatrice du concept des agissements dans l'ombre du futur clan des assassins, appelé auparavant ce qu'on ne voit pas, importatrice du clan dans le reste du monde en commençant par sa Grèce natale. Bordel de merde, Ubisoft, ce n'était pas à rater, et vous l'avez esquivé comme de l'outre sexiste et sans cran. Comment ça, la communauté préfère jouer un homme? Même les joueurs les plus sexistes kiffent jouer une nana tant qu'ils ont matière à fantasmer dessus. C'est quoi cette excuse de merde? Je sais pas quel manager sans cervelle a pris cette décision de changer Aya pour Bayek, mais sachez bien que je pisse à l'arrêt de cet individu qui a prouvé en une seule décision que le lore et le fond de l'œuvre sur laquelle il a influé lui sont soit égales, soit inconnus. Et c'est une honte. Imaginez 30 secondes le tollé si pour un assassin perse, vous aviez préféré jouer une totale inconnue plutôt que Darius le premier utilisateur de la lame secrète. Hein? Bon, certes. Avec Odyssey, c'était pas loin. Mais au moins, Cassandra ou Alexios sont véritablement importants dans le lore d'Assassin's Creed en soi. Découvreurs et selleurs de l'Atlantide, croisant la route de Darius certes, mais aussi d'Eivor, Layla et probablement d'autres, ce sont les possesseurs du bâton d'Hermès, hérité de Pythagore, et donc un point quasiment immuable dans la timeline du lore purement imaginatif d'Assassin's Creed. Et ça, c'est exploitable à fond. Donc, moi je les excuse.
Car si le bâton les aura maintenus en vie, ces deux personnages, enfin ce personnage variable, la lance de Léonidas, elle, aura perdu de sa puissance, les privant ainsi de la possibilité de bolosser des armées entières avec le temps, et donc de celle pour les fans de dire « Mais ça ruine tout puisque ce sont des dieux vivants qui auraient pu arranger tous les problèmes des assassins dans l'histoire !» Bah oui, son pouvoir divin dans Odyssée, ça vient de la lance. Hein. Lance plus sang de lignée surhumaine issue des Issous, là encore, voilà. Mais enfin, c'est pas comme si vous aviez déjà pu voir Issou et Desmond se faire suicider des unités armées entières rien qu'avec une pomme. Hein. Et enfin, toujours avec Odyssée, bordel, quel plaisir de voir une grosse part de la mythologie du monde trouver son explication appliquée in-game. Parce que tous les rageux anti-mythologie, vous êtes gentils, mais laissez-moi vous expliquer juste un truc. Un mythe, c'est une histoire connue d'une immense communauté, voire du monde entier, et dont l'origine est bien réelle, quand bien même sa forme a été mystifiée. Exemple, Persée, héros grec, demi-dieu et vainqueur de la gorgone Méduse si l'on en croit le mythe, a existé. Ben oui, il a été un roi bien existant dans l'histoire de la Grèce antique. Voilà. Dans un mythe, il y a de la vérité autant que du mytho, oui. Le rôle d'un historien n'est pas de bannir les mythes des récits historiques, il est de les détisser pour y trouver la part de réalité et de vrai. Comme par exemple, le fait que dans l'Antiquité, un homme très grand et tétrabalèze était quasi systématiquement comparé à un géant, un demi-dieu ou même à un dieu. Voilà. Mais ça n'enlève rien au fait que l'homme en question ait pu exister en soi et être hors norme humaine. Dans Assassin's Creed, on vous propose tout simplement une interprétation fantaisiste de ces zones d'ombre historiques. L'idée d'une civilisation ultra avancée nous ayant précédé est même de plus en plus envisagée dans les sphères historiennes réelles, bien que cet état de fait fasse jaser ceux qui n'y croient pas ou, pire, qui ne veulent pas que nous y croyions, par intérêt académique personnel notamment. Est-ce que cela signifie que la civilisation en question était des dieux vivants ? Non, pas forcément, mais la vérité c'est qu'on n'en sait rien, que visiblement les grandes civilisations qui nous ont précédés ont pu, elles, constater plus directement l'héritage de ceux qui les ont précédés eux, et que cet héritage dépassait apparemment ce dont elles étaient capables. On va pas partir dans certaines théories, mais les pyramides du monde entier, pas seulement d'Égypte, les constructions astronomiques, les traces les plus grandes catastrophes naturelles d'avant notre ère, tout vient flouter nos certitudes historiques, et ça c'est un vrai fait et réel. Ce qu'on sait, c'est que sur ce sujet, on ne sait rien. Merci Socrate. Exactement, et merci Ubisoft à travers Cassandra ou Alexios de lui avoir rendu un tel hommage. Quoi qu'il en soit, bête mythique, lieu perdu, pouvoir divin, tout est expliqué sur ces sujets dans Odyssée. Il suffit de jouer, observer et écouter. Et enfin, Valhalla. Et là, on entre dans ma propre controverse. Si Origins et Odyssey étaient venus installer un système RPG de montée de niveau par centaines et d'amélioration de stats au centième, ils avaient eu la fâcheuse direction de difficulté de fonctionner avec des sacs à PV. Et ça, bon sang que c'est une idée de merde. Autant le one-shot systématique par assassinat, je m'en fiche qu'on y renonce. Qu'on renonce au parcours, au clan hérité de Masyaf, puisque le jeu vient explorer ce qui vient avant, j'ai aucun problème avec tout ça, bien au contraire. Mais des sacs à PV, putain Ubisoft, à quel moment ? Au nom du monde ouvert, vous rendez des IA intuables pour empêcher quoi exactement ? De rush des zones de scénario cruciales ? Ça vous coûte quoi d'en bloquer simplement l'accès ? Non, parce qu'un être humain qui ne meurt pas après 30 flèches en pleine tête déjà... Encore il serait intuable parce qu'il bloque et esquive tout face à un PJ encore trop lent ou pas assez percutant, pourquoi pas, vous voyez ? Mais sac à PV, genre même un loup peut te one-shot dans cette logique. On dirait un vieux Call of où on peut se faire tuer d'une ultime balle dans la cheville après avoir pourtant pris une balle pleine tête à l'adversaire. Ça c'est pas vieux mélo, c'est toujours d'actu. En plus. Berk. Mais alors dans Valhalla, en fait, les sacs à PV, ils sont moins violents, si je puis dire. Mais alors le système de montée de niveau... Oh bon sang. Une fresque étoilée avec 3 tonnes de débloquables et des capacités de base disponibles uniquement après être passé par des buffs de stats par dizaines et insignifiants. Le pire étant que le scénario est excellent, fonctionnant en format saga nordique, garantissant une grosse durée de jeu sans besoin d'annexe ni de nerfing de votre capacité d'exploration. Et pourtant il faudra atteindre un niveau supérieur à 300 pour parcourir l'entièreté de la map et finir le scénario sans galérer 30 ans sur le même ennemi. Et je vous parle pas de galérer comme dans un Souls où il s'agit de comprendre les patterns adverses pour s'y adapter. Non, il s'agit d'une galère purement liée à l'équilibrage, les sacs à PV comme je disais.
Valhalla aurait dû être la formule finale parfaite initiée par Origins et Odyssey, mais a raté ce coche malgré son scénario d'enfer et son exploitation du lore hyper qualitative. Oui, j'aime lancer des éclairs avec Odin au milieu des Jotuns. Et alors ? Ça fait partie du lore, encore une fois, nom d'un chien. Le pire, c'est que c'est du contenu accessible essentiellement via DLC dont vous parlez, donc si vous aimez pas, je vois pas pourquoi vous payez cet élément-là, en fait. Sinon, pour Odyssey et Valhalla, pour moi, on est censé jouer Cassandra, puisque ancêtre d'Aya via le fils de Darius, puis Eivor masculin, puisque Odin. Donc la possibilité de choisir le genre, c'est véritablement cool, hein. Mais ce serait quand même mieux dans des jeux Assassin's Creed qui explorent le lore sans y impliquer trop de PJ. Genre Black Flag par exemple. Exemple, s'il n'y avait pas eu l'élément Amunet, jouer Bayek ou Aya n'aurait pas eu d'incidence sur le scénario et le lore donc non plus. Et enfin, petit bonus à l'instant où j'écris ces lignes de script. Assassin's Creed Mirage. Je vous l'avais dit, gna gna, retour aux sources. Dis-leur pour moi, Birgit. Ça fait quoi de voir Loki se téléporter et arriver des airs sur 3 mecs en même temps comme un pélican? Vous nous cassiez les roustons avec votre faux fanatisme des Assassin's Creed de la première heure, alors que véritables joueurs de la première heure ont su prévoir très exactement ce fait indubitable. Mirage n'est qu'un immense DLC de Valhalla et ça se voit jusqu'à son prix. Certes, son gameplay plus linéaire et orienté directement sur le clan des assassins de Bagdad procure ce sentiment de retour aux premières heures, mais ce n'est qu'un ressenti nostalgique. Rien de concret et définitif. Je trouve même encourageant, voyez, de voir ce résultat, car Ubisoft a joué sécurité, en prenant en plus soin de se foutre de la tronche des fans toxiques, et ça c'est un délice. Avec un gameplay plus simple que ce que je dénonçais, occasionné par ce retour à la base sur le plan de l'ambiance, et le tout non pas dans un vrai gros nouvel opus, mais bien dans un annexe du dernier jeu sorti. Et ça laisse présager un travail bien plus intense de renouveau et d'amélioration sur le vrai nouvel opus que sera soit Code Red, soit X. Donc je jouerai avec grand plaisir à Mirage, je l'ai même déjà acheté, mais qui m'a l'air d'être une vraie petite pépite, et je ne manquerai pas de souligner avec plaisir chaque détail de lore et de gameplay, tout ce qu'il y a de plus cohérent, bien que les pro God of War ou les pseudo-puristes y trouveront sujet à chialer comme des madeleines. 12. Pour la réconciliation des joueurs avec la licence, Mélo, c'est mal parti. Ouais, t'as raison Birgit, c'est pas bien ce que je fais. Mais c'est tellement bon. Pour ce qui est de l'avenir de la licence, j'en traiterai de façon plus complète dans une prochaine vidéo. Mais je peux vous dire que j'aime beaucoup ce que j'ai pu voir. Assassin's Creed Infinity et cette perspective peut-être un peu trop irréaliste de pouvoir entrer dans un animus que serait le support de jeu et aller directement explorer l'histoire et le lore Assassin's Creed via des dizaines d'entrées possibles dans la base de données. C'est très très jouissif à imaginer, vraiment on en rêve. Mais c'est assez peu réalisable à mon sens. J'imagine avec plaisir, mais j'espère rien. Code Red, soit le Japon féodal, me semble ici être un peu présomptueux à réaliser à ce jour quand on voit les succès de Ghost of Tsushima par exemple, ou Sekiro, bien que ce soit un Souls, ou encore de Tenchu avant eux. Il aurait fallu faire ça devant le succès d'Assassin's Creed Chronicles par exemple, surtout que vous le teasez aux fans depuis les easter eggs de Black Flag. Je pense qu'Ubisoft aurait dû prendre le parti de réaliser Codename Jade en tant que AAA pour console, et éventuellement Code Red sur mobile, oui, avec des fonctionnalités innovantes. En plus, le personnage de Shao Jun est très apprécié, et elle aurait très bien pu faire une apparition longue comme courte dans ce Codename Jade de AAA. J'ai personnellement un peu plus de hype qui monte concernant Eggs. Eggs, c'est-à-dire sorcière en allemand, le symbole du clan y est fait d'ailleurs à base de branchées d'herbes sèches typiques des pratiques celtiques qui ont tant effrayé l'Inquisition. Ça va buter de l'inquisiteur, du prêtre et du noble à tous les coins de ville et de forêts autour de Cologne, ça va être génial. Et oui, je précise de Cologne, j'ose le dire, parce que, et oui, dans Valhalla, les bureaux d'assassins abandonnés dans l'ancienne Angleterre, ou qui ont été évacués en l'occurrence, que l'on peut explorer, relatent tous d'un fait qui nous est teasé d'avance. Les assassins d'Angleterre sont allés grossir les rangs des assassins de Germanie, au bureau de Cologne. Donc cet élément, plus ce que j'expliquais juste avant, Inquisition allemande pré-Renaissance. Peut-être aura-t-on droit aussi à une petite référence au film avec Michael Fassbender, puisqu'il s'agit dans celui-ci de l'Inquisition espagnole, histoire de mieux relier la série télé à venir au lore du jeu. Au passage. Oulala Mélo, espoir envers Ubisoft et lien fait entre Assassin's Creed au cinéma et sur console.
Tu vises la crise cardiaque collective ou quoi? C'est de bon cœur, c'est de bon cœur. Et puisse le père de la sagesse vous guider, comme on dit. Pardon Mélo, qu'est-ce que tu as dit? Non, rien, c'est bon. Hein, oh, non. N'hésitez pas à liker, commenter et partager mes trouducs d'amour.